Salut à tous et bienvenue sur Wargame Lorraine TV. Comme d'habitude, on continue avec le roman Génopère. On est au chapitre 14 qui s'intitule D'anciennes voix. On va être pas mal porté sur les chevaliers, les knights. Donc si ça vous intéresse, c'est un chapitre qui va vous plaire. Alors, je peut-être une petite parenthèse, je profite pour faire un gros bisou, un gros merci à tous mes amis sur Tipeee parce que vous êtes beaucoup à me soutenir pour le lore sur Tipeee. Donc vraiment, gros merci à vous. Et puis, c'est parti. Comme d'habitude, je rappelle à chaque fois, mais si vous voulez regarder le roman depuis le début, vous allez dans la playlist qui apparaît en haut à droite, et comme ça vous aurez tous les chapitres du roman. Et là on est parti. Alors, donc vous vous rappelez, on est avec Belisarius Cawl sur cette plateforme, et en fait il a montré au loin à Gvo que ils étaient en sécurité parce qu'il faisait venir la maison Taranis. Et là on va se retrouver justement avec ce vaisseau. Donc on a un énorme château, donc faut imaginer un château de débarquement. Donc ça fait plusieurs centaines de mètres sur... Alors je crois que c'est assez précis, je crois que c'est 120 mètres sur 90 mètres de large. Voilà, donc ça fait un château. Et ce château atterrit, donc on imagine bien une sorte de château avec des réacteurs sur les côtés. Et il atterrit en fait dans la boue. Et dès qu'il atterrit, il y a tout plein de systèmes qui s'activent. Donc des systèmes de redressement, donc des réacteurs, des stabilisateurs. Il y a des pieds qui viennent se mettre dans le terrain. Alors le terrain, il va poser quelques difficultés parce que le terrain, on l'a déjà vu, il est beaucoup plus meuble que ce qu'on pouvait imaginer en le regardant. Et en fait, il y a des tas de zones marécageuses, boueuses, et en fait, ce qui peut paraître solide, au final, tout va s'enfoncer parce que c'est des zones, des anciens canaux qui ont été recouverts par de la flore, de la flore, donc forcément, on voit moins les choses. En plus, quand ils étaient en orbite autour de ce monde-là, les scans, en fait, étaient plus ou moins parasités par les champs de force, par les différents soleils qui sont autour, donc tout ça, ça crée en fait des parasites qui n'ont pas permis d'analyser exactement la structure du sol. En tout cas, on voit que le château commence, à peine arrivé, il commence à pencher un petit peu sur le côté au fur et à mesure. Donc on voit que les pieds augmentent la taille de leurs pistons pour essayer de compenser, je crois que ça s'appelle le gîte, si je dis pas de bêtises, ou alors le gîte c'est que en mouvement, je sais pas. Vous me corrigerez en commentaire, mais... en tout cas, l'assiette change. Je sais pas, ça se trouve l'assiette c'est juste un terme d'aviation, ça marche pas sur les vaisseaux. En même temps, un vaisseau c'est un avion, ça marche. Bon, peu importe. En tout cas, vous avez compris, il penche sur le côté. Et au fur et à mesure qu'il penche, on a ces stabilisateurs qui essaient de compenser, mais il n'y arrive pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, le terrain est beaucoup plus malléable, mou que ce qu'ils avaient imaginé. Donc on a les réacteurs aussi qui s'allument pour essayer de compenser ça et qui finissent par stabiliser plus ou moins le château de débarquement, mais avec quand même un angle de 10 degrés. Donc une fois que ça s'est stabilisé, on a les armes automatiques qui commencent à sortir. Donc sur les bordées, en fait, on imagine des sas qui s'ouvrent avec des canons laser jumelés qui sortent, des bolters lourds jumelés qui sortent. On a aussi des étendards, les étendards de la maison de Taranis qui sortent aussi pour représenter les choses. Alors vraiment, on peut vraiment se l'imaginer comme un petit château avec des réacteurs qui viennent apparaître, mais vraiment type médiéval, avec des créneaux, des meurtrières où il y aurait des armes lourdes, les étendards plantés devant la porte. Et en fait, devant justement, on a cette grande porte qui permet bien sûr aux chevaliers de sortir. Et on a deux armigueurs qui commencent à sortir. Donc le premier reste sur la plateforme de débarquement pour scruter les alentours. Donc ce sont des armigueurs Elverine avec les autocanons. Donc les autocanons commencent à s'activer et puis ils scrutent en fait le monde autour. Et puis on a un autre qui lui fait les quelques pas. Le premier pas est très difficile parce qu'en fait il manque de tomber et au final il se met à tanguer, mais bon voilà, comme ce sont des chevaliers assez légers, il réussit à se dégager et puis à gambader un peu plus loin, mais en tout cas il analyse que le sol est vraiment, encore une fois j'insiste, mais c'est vraiment on l'a à toutes les pages, et des conditions très difficiles pour les chevaliers. Donc une fois qu'il est sorti et qu'il a analysé un petit peu les zones, il y a le corps qui retentit, donc des corps qui annoncent l'arrivée de la maison Taranis sur ce monde, et on a un premier chevalier qui va commencer à sortir, et donc c'est des chevaliers beaucoup plus grands. Donc on va avoir
de tout, hein. On va avoir de la Castus, on va avoir... Alors après, il détaille pas les différents modèles de chevaliers, mais on a les questors, donc c'est-à-dire ceux qu'on a le plus l'habitude de voir. On a les armigueurs, et puis on a des Acastus, hein, qui sont beaucoup plus grands. On a un Dominus aussi. Donc voilà, tous les chevaliers sortent au fur et à mesure. Et là, on retrouve un personnage qu'on a vu un petit peu avant. Donc c'est le baron Maven Tarnis. Alors là, alors ce qui est un petit peu maladroit, je trouve, dans la rédaction en fait, hein, du roman, c'est que en fait, comme il avait un nom super long à rester, je sais plus, Baron, Sion, Rouzev, Marven, Taranis, un truc comme ça. Du coup, après, il l'appelait que Marven. Donc, du coup, moi, je l'appelais Marven. Donc, je disais Marven, Marven. Sauf que là, en fait, Marven, eh bien, c'est une famille au sein de la maison Taranis. Ce qui veut dire que on va pas pouvoir l'appeler Marven longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est accompagné de son frère. Donc, lui-même, il s'appelle Rouzev, donc Marven, ce que j'ai appelé Marven dans le chapitre 12, je crois. Il va s'appeler Rouzev. Et son frère, c'est Alastair. Donc voilà, on a ces deux personnages. Donc, bien sûr, le dirigeant de la famille de cette lance-là, c'est... J'ai envie de dire Maven, donc Rouzev, voilà, c'est Rouzev. Donc, il va être là pour superviser en fait bien sûr l'ensemble du déploiement, et il est à l'intérieur bien sûr de son chevalier. Et en fait, vous savez, ou si vous ne savez pas, peut-être que je vous retrouverai une vidéo que j'ai fait il y a de ça longtemps sur les codex de chevaliers impériaux. Comme ça expliquera un petit peu le fonctionnement, parce qu'en fait, pour être très succinct, il y a une communion psychique qui se fait, et physique aussi, entre le pilote de chevalier et sa machine. Et en fait, à l'intérieur de sa machine, il y a l'esprit enregistré de tous les pilotes passés. Donc, tant que la machine est opérationnelle, et bien une fois que le pilote est arrivé à la fin de son cycle de vie, et bien alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, cette transition-là, parce que, évidemment, si le pilote est tué, je ne sais pas si sa conscience a été enregistrée ou pas, mais je ne sais pas comment ça se passe. Ou alors, quand il part à la retraite, est-ce qu'il y a vraiment une retraite? Est-ce qu'à un moment donné, un pilote de chevalier va accepter de partir à la retraite? Je ne crois pas. Donc, je pense que c'est vraiment la mort, mais... la mort, c'est soit une mort physique, un peu, on va dire, il est vraiment très vieux, il s'éteint et de lui-même il choisit. Enfin, je sais pas, ça n'a jamais été trop expliqué, ou en tout cas peut-être que ça a été expliqué dans d'autres romans que je n'ai pas lus. Donc là, c'est pareil, si vous avez des infos là-dessus, moi je suis preneur. Justement, dans les commentaires, on m'avait dit, la maison Taranis, elle a une particularité, c'est que c'est l'une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne, qui est sur Mars. Hein, c'est son monde pas chapitral, mais son monde de maisonnée. Donc, elle est à l'origine des chevaliers, et en fait, elle n'a pas le côté, comment dire, un petit peu, je ne saurais pas comment dire, un peu mystique de la science des autres maisonnées qui ont quelque chose de plus sacré en fait. Voilà. Bon, c'est pas vraiment le cas. Et en fait, je m'attendais à ce qu'on retrouve ça un petit peu, mais au final, dans ce que je lis, on retrouve ce côté un peu sacré, gloire, honneur, et puis cette sensation que, eh bien, le pilote, et là c'est le cas en fait, hein, de Rouzev, je vous l'ai décrit, et on me l'a décrit, hein, dans les premiers passages des chapitres, comme un personnage un petit peu rigolo, hein, avec sa tasse de recaf, qui va être taquin avec Alpha Primus, hein, donc qui se permet d'être un petit peu irrévérencieux. Et en fait, au final, là, une fois qu'il est fusionné avec sa machine qui s'appelle Irgunum, un truc comme ça, je retrouverai le nom exact en tournant discrètement mes pages, comme ça, mais je vais le retrouver. Donc une fois qu'il a fusionné en fait son esprit, eh bien ce n'est plus la même personne. Parce qu'il est beaucoup plus froid, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus direct, beaucoup plus agressif. Et en fait, ça vient du fait que les fantômes qui sont à l'intérieur de son trône de commandement, donc ses ancêtres, eh bien, l'influence est au sein d'eux, bon, on verra un tout petit peu plus tard. Voilà, il s'appelle Iurgium, I-U-R-G-I-U-M. Iurgium, c'est pas super simple à prononcer. Donc une fois qu'il est dans son cockpit de chevalier, son attitude a changé, elle a été affectée,
alors que j'avais cru comprendre justement que chez Taranis c'était un petit peu moins présent et qu'ils avaient un peu plus de distance avec la communion avec la machine. Bon, en tout cas, il arrive et puis comme il voit en fait que la Terre est beaucoup plus difficile à manœuvrer, eh bien il est un petit peu déçu parce que on se rappelle hein, quand il était à bord du Zarquisitor, il disait moi j'ai envie d'avoir des endroits pour justement manœuvrer, être dans l'espace ça ne me plaît pas, moi ce que je veux c'est servir l'Omni-Messie et je sers l'Omni-Messie en combattant et pour combattre avec mes chevaliers ce n'est pas dans l'espace, c'est sur des terrains dégagés, vraiment on peut imaginer l'esprit chevaleresque où forcément il faut que le terrain s'y prête. Si vous n'avez pas des endroits pour faire des charges de cavalerie va pas être très intéressante. Et là, c'est exactement ce qu'on a là avec les chevaliers impériaux. Enfin, c'est les chevaliers impériaux, mais ambiance Taranis, donc c'est-à-dire plus affectés à la machine, hein, parce qu'en fait, il y a, on va dire, deux familles, en fait. Il y a les... Alors, je sais plus comment ils s'appellent, il y a les Questoris impériaux, je crois, et les Questoris peut-être un peu plus Mechanicus, je sais pas, je me rappelle plus des noms qui sont employés, mais en tout cas, on a ceux qui sont plutôt familiers de la machine, donc ils servent plutôt l'Omni-Messie, et ceux qui servent plutôt l'Empereur, donc les impériaux. Voilà, là, Taranis, évidemment, hein, en étant basé sur Mars, vous vous doutez bien que ça sert beaucoup plus la machine. Donc, ils sont l'escorte même du porte-parole de l'Omni-Messie, Belisarius Cawl, et c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Alors, quand il débarque, eh bien, bon, voilà, on a Rusev qui grogne un petit peu, parce que, voilà, ce champ de bataille n'est pas à son goût, il est beaucoup plus râleur, et son frère, justement, va lui dire, tiens, tu es encore un petit peu hargneux, pourtant ça a l'air vraiment sympathique comme endroit, regarde, tu vois, il n'y a pas trop de relief, donc on va pouvoir faire de belles charges de cavalerie, et en fait, dès qu'il marche avec son chevalier sur le sol, et bien voilà, c'est pareil, il s'enfonce, bien sûr sa belle livrée qui était toute soigneuse et prestigieuse, est tachée de boue, il y a plein de boue sur lui, et voilà, évidemment, le premier pas est difficile, donc son frère lui dit, tu vois, c'est le premier pas qui est difficile, mais après, du coup, ça va aller, mais voilà, donc ensuite, une fois qu'ils sont sortis, ils se disent bon alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant, on va patrouiller et en fait Rusev dit non, on va aller s'approcher un petit peu. Pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance aux autres Monteforge et nous sommes la défense de Belisarius Cawl, nous devons être à côté de Belisarius Cawl. Mais son frère lui dit mais pourtant on a reçu l'ordre formel de rester au loin et d'attirer en loin parce que telle est la volonté du porte-parole de Belisarius Cawl. Et en fait Rusev va plus loin et dit oui mais les machinations qui sont mises en place par Belisarius Cawl sont insondables pour nous, mais en tout cas, il ne fait rien au hasard. Donc si il nous a demandé de nous mettre à l'écart, c'est à dessein en fait, c'est parce que il sait quelque chose, il a envie de faire quelque chose et il sait comment nous allons réagir. Nous sommes la maison Taranis et nous ne nous cachons jamais, même si c'est l'Omni-Messie lui-même qui nous le demanderait, le porte-parole de l'Omni-Messie, et à savoir Belisarius Cawl. Et donc il dit, Belisarius Cawl nous a demandé de rester loin, mais nous allons désobéir, et il sait que nous allons le faire, et ça fait sans doute partie de son plan. Donc nous allons agir tel que nous devrions agir, donc en ne suivant pas ses ordres, mais a priori c'est prévu dans ses calculs, et c'est même ce qu'il cherche à faire. Donc là on peut imaginer que l'intention bien sûr de Belisarius Cawl c'est de s'entourer de la maison Taranis, il sait qu'ils vont venir un peu plus près que ce qui était prévu, donc que ça va être une forme de vecteur d'agressivité pour les autres Monteforge, parce que quand il vient juste avec une défense assez légère, on est dans la diplomatie. Alors que s'il vient avec des lances de chevalier, là on va dire ah oui, là il n'est pas trop en diplomatie, là il est plutôt en mode il vient nous écraser. Et comme ce n'est pas la volonté de Belisarius Cawl, mais que sans doute il a envie d'avoir cette protection, eh bien il l'a joué un petit peu différemment, il a dit non, attendez, mes chevaliers je les mets très loin, il n'y a aucun souci, ils sont là juste pour défendre notre entrevue, on ne sait jamais, hein, si bien sûr nos ennemis nombreux viennent à entendre que nous nous réunissons ici, eh bien voilà, ils vont pouvoir agir, mais vous voyez, hein, je les laisse très très loin, et après, voyant qu'ils vont se rapprocher, forcément, on va dire ah oui, mais non, c'est pas moi, Belisarius Cawl qui a donné l'ordre, au contraire, mais ah là là, ils sont méchants, hein, Taranis, hein, ils obéissent pas aux ordres, hein, c'est dur, hein, je les garde, hein, parce que c'est vraiment des bons combattants, mais hein, ils obéissent pas vraiment aux ordres, hein, donc c'est vraiment pas de ma faute, c'est de leur faute à eux. Voilà, donc c'est le plan qui se dessine. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on nous décrit un petit peu l'avancée dans ce monde, donc c'est vraiment un terrain qui est très compliqué, hein, vous l'avez compris parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a vraiment les chevaliers qui ont du mal
à avancer parce que, eh bien, même certains manquent de pouvoir tomber et on nous dit bien sûr que les questoristes, c'est-à-dire ceux qui ont des articulations beaucoup plus courtes que les acastus, eh bien, ils ont du mal à se sortir d'un mauvais pas et même un des chevaliers, eh bien, est sur le point de tomber. Il pose un genou à terre et s'il n'y avait pas eu son compagnon de lance, parce que bien sûr, ils agissent à l'unisson, qui était venu juste sur le côté le soutenir avec un petit coup d'épaule, eh bien, sans doute, la machine serait tombée. Et ça aurait été un déshonneur de tomber simplement en marchant. On imagine bien, avec toute la noblesse des chevaliers, qui doivent montrer qu'ils sont là, montrer le prestige de la maison Taranis. S'ils marchent dans la boue et ils tombent, c'est pas très classe. Donc c'est voilà. Après, passage aussi assez important. Il y a aussi cette notion que Rusev, en fait, donc Maven, il a besoin de montrer que la maison Taranis soutient le porte-parole de l'Omni-Messie. Et en fait, il dit c'est une forme en fait de reconnaissance qui est importante. Et la maison Taranis, de par sa droiture, elle se doit d'être le plus explicite possible dans son soutien. Et donc montrer que nous sommes là pour Belisarius Cawl, que nous l'accompagnons et que nous sommes là pour le défendre. On change de scène, on est en haut de la pyramide sur laquelle Belisarius Cawl se rend et on a Alixia Dios, donc Alixia Dios qui est dans une des ziggourats en fait de cette pyramide. Et elle va observer, elle est en train d'observer Belisarius Cawl. Elle voit qu'il est arrivé et en fait elle est camouflée. Donc elle a plusieurs systèmes de camouflage. Déjà, elle a des camouflages optiques, elle a des camouflages technologiques qui sont renforcés par la pyramide, puisque la pyramide elle-même émet un champ énergétique qui brouille en fait les détections, donc pas de risque en fait de détection technologique. Elle a des amulettes aussi qui protègent des psycheurs, donc c'est-à-dire que même un psycheur n'est pas censé découvrir en fait sa présence parce qu'elle a ces amulettes de protection qui sont d'une origine douteuse et elle est là pour transmettre un message. Alors comment va-t-elle transmettre ce message? Ça c'est très intéressant. Elle sort une sorte de bonbonne. Alors faut imaginer ça. Moi j'imagine ça un peu comme vous voyez les sortes de thermos là, de transport pour différentes choses. En fait vous avez comme une sorte de bouteille en verre avec 3 verres concentriques posés au-dessus, des seaux en grammatique dessus, des antennes, un gros bouton et une poignée. Voilà, donc une sorte de, vous voyez, on voit un peu le truc. Et en fait, dedans, nous avons, je vous donne en mille, un désengendré, un mini-démon. Un démon qui n'a pas accès à l'intelligence, mais un démon mineur qui est là et qui essaie de griffer le verre pour essayer bien sûr de sortir. Et en fait, on nous décrit que je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais ce qui est amusant, c'est que là, on utilise le terme désengendré, qui est la dénomination des démons donnée par vous avez suivi, Fabius Bill. Fabius Bill, il appelle les démons les désengendrés. Et c'est quelque chose qui est assez prégnant, en fait, sur Fabius Bill. Et je pense pas que s'il n'y avait pas de lien, spoil alerte, mais en même temps je spoil, j'ai pas lu la suite, donc je ne sais pas, mais je pense que le fait d'utiliser le mot désengendré, ça veut dire que sans doute, Alixia, elle bosse pour Fabius Bill. Moi je dis ça, je dis rien, mais je pense que c'est un peu ça le délire. Donc en tout cas, elle nous explique l'origine de ce désengendré, et elle explique que quel que soit le sentiment, amour, haine, rage, passion, rêverie, eh bien, ce sentiment va forcément se matérialiser dans le warp. Toutes les émotions, quelles qu'elles soient, se matérialisent dans le warp, avec, bien sûr, plus ou moins de degrés. Ça peut donner un dieu, comme Korn, et ça peut donner un désengendré mineur, qui est juste une sorte d'entité, qui n'est pas consciente, mais qui existe en tout cas. Et alors, elle n'a aucune idée de quoi provient ce mini-démon, mais en tout cas, il va avoir un rôle important, parce que grâce à lui, on va pouvoir avoir un appareil de communication instantanée. Alors ça, c'est assez fou, parce que jusqu'à présent, vous savez, dans le monde de Warhammer 40 000, les seuls moyens de communiquer à très grande distance, ce sont par les Psykers. Donc les Psykers qui transmettent en fait de relais astropathique en relais astropathique l'information, donc ça passe bien sûr par le warp, pour ne pas avoir les problèmes des distances, parce que même les ondes, même la lumière, évidemment, à l'échelle de la galaxie, c'est extrêmement lent.
Donc, comme on n'a pas d'autres moyens pour transmettre quelque chose, voilà. Alors après, là, je me parle la petite parenthèse, mais chez les Nécrons, ils ont des systèmes de communication instantanée avec des particules qui... alors, je ne me rappelle plus exactement l'idée, puis c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, on a des particules qui sont jumelées, c'est-à-dire que typiquement, vous imaginez qu'elle va être chargée positivement ou négativement, et en fait, elle a sa particule sœur qui peut être n'importe où, à n'importe quel endroit de l'espace et du temps, je sais pas, dans de l'espace peut-être, non, plutôt de l'espace, et qui va changer en fonction de la charge de l'une des particules. Donc typiquement, vous avez un moyen de communication incroyable, parce que bah, tout simplement, on fait du binaire, hein, voilà, c'est très facile à comprendre. Donc 01, 01, 01, 11, 0, vous faites un code, et du coup vous avez un message, et toutes les informations, là, votre vidéo, vous êtes en train de regarder, elle a été transférée par du binaire, mais bon, par des fils. Là, il faut imaginer que les particules transmettent instantanément, donc c'est même pas une transmission, c'est un changement d'état synchrone entre les deux, et ça permet de communiquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé par les Nécrons. À ma connaissance, dans l'Imperium, il n'y a pas beaucoup de... Alors, il y a peut-être quelques artefacts incroyables qui permettent de le faire, mais pas trop. Et en fait, là, on a un nouveau moyen de communication qui ne m'avait jamais été présenté, qui est sous la forme de démons. Alors, c'est pas le plus pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le démon ne peut enregistrer qu'un message très court. Bon, ça va suffire pour ses œuvres, mais simplement, son message, alors, il est tel quel, il est « Belisarius Cawl est arrivé ». Tout simplement, donc confirmation de la présence de Belisarius Cawl, et elle appuie sur le gros bouton rouge, et le démon se met à crier, à hurler, il y a un bruit d'aspirateur, et dans un nuage blanc, le démon disparaît, et voilà. Il y a des petits voyants verts qui s'allument, ça veut dire que le message a bien été transmis. Et ça, en fait, elle nous dit que c'est un moyen de communication qui est utilisé par le Mécanicum Noir. Donc voilà, là on sent encore qu'il y a un lien avec Fabius Bill. Hein. Et voilà, mais en tout cas c'est un moyen de communication qui est nouveau. Moi je n'avais jamais entendu parler. Utiliser des mini-démons pour transmettre en fait des messages. Voilà, bon. Après j'imagine que ça doit être dur de communiquer et puis de renvoyer. En fait, on ne sait pas dans quoi il va atterrir, où il va atterrir. Est-ce qu'il y a un autre bocal à l'autre endroit de la galaxie et qu'il se matérialise à l'intérieur, et puis je sais pas, avec le message, je sais pas, je sais pas si on aura, peut-être que dans un prochain chapitre on verra Fabius Bill qui reçoit le message ou quelque chose comme ça, mais en tout cas bah voilà, c'est un petit passage intéressant. Donc ensuite ce qu'elle fait, c'est qu'elle lâche en fait la bouteille, enfin la fiole hein, dans laquelle il y avait le dispositif, c'est plus sympa, et elle sort son pistolet à fusion et elle l'atomise, donc pour faire disparaître toutes les traces. Et en fait, elle se dit qu'il y a peut-être ce petit moment-là où elle est un peu vulnérable, mais en fait, sa plus grande protection, c'est souvent l'incompétence des autres. Parce qu'elle se dit que quelqu'un, pour le détecter, devrait être vraiment très efficace, très vigilant, et forcément, l'incompétence des autres est souvent le facteur qui permet d'éviter d'être détecté. Et elle se dit, allons accueillir Belisarius Cawl. Entre-temps, on a justement le baron Rusev, donc qui avance, et lui, eh bien, il détecte en fait, justement, cette pulsion. Alors, il s'arrête et dit lance, c'est-à-dire c'est le nom de tous ceux qui l'accompagnent. Arrêtez-vous, j'ai détecté une signature assez étrange. Alors, son frère, Alastair, dit bah oui, mais tu sais, c'est normal, hein, sur ce monde, on a beaucoup de parasites. Tous les soleils qui sont là, bah, on voit évidemment beaucoup de rayonnement. Moi-même, j'ai déjà eu 5 fausses images assez étranges. Sans compter que même le monde lui-même, en fait, génère une énergie insoupçonné, mais c'est-à-dire qui est indéterminé plutôt qu'insoupçonné, mais qui est très présente. Et en plus, là où il y a la pyramide, il y a justement les 3 monts de forge plus Belisarius Cawl, et il se dit que de toute façon, chaque prêtre qui est là-bas doit avoir énormément de bénédictions, et qu'on ne sait pas à quel point ils sont bénis par l'Omnimésis, c'est-à-dire à quel point ils ont des dispositifs technologiques qui créeraient des interférences, des images fantômes, des pics d'Ospex, ce genre de choses. En tout cas, Rusev lui dit non, celui-là est différent parce que j'ai détecté un pic de chaleur et une matérialisation warp. Quelque chose, un petit signe warp. Donc je me dis, j'aimerais quand même qu'on aille patrouiller un peu plus près. Donc, bien sûr, ça va à l'encontre des ordres de Belisarius Cawl, parce que autant se faire voir, arriver, mettre les trompettes, sortir les canons laser et patrouiller, bon déjà c'est faire signe de présence, mais aller à la rencontre, plus près, là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus belliqueux. Donc, eh bien, Rusev dit, pas grave, on va y aller quand même, donc il s'approche, et en fait, il sent
qu'au fond de lui, eh bien, il y a un des fantômes qui fait partie de son chevalier qui s'active plus que les autres. Alors, on nous explique aussi un petit peu comment ça fonctionne, le ressenti en tout cas. Donc, il est simplement conscient, de certaines émotions, c'est-à-dire pas d'une personnalité. On n'a pas, par exemple, son arrière-grand-père qui lui parle, mais on a des sentiments. Donc, on a la peur, on a la joie, on a la crainte, la méfiance. Enfin, c'est des sentiments qui viennent et qui émanent de quelqu'un d'autre que lui. Et c'est ce qu'il peut ressentir à travers le chevalier. Il ressent en fait ses pulsions. Mais certaines sont plus fortes que d'autres et parfois, il y a des mots qui viennent et il peut les identifier. Et parmi eux tous, il y a le très vieux Maven Taranis, le très ancien Maven Taranis. Donc c'est là on voit que Maven, c'est vraiment une famille à part au sein de la maison Taranis, qui lui est plus présent que les autres et qui est toujours très grognon. Donc je rigole parce que c'est vraiment l'image du vieil oncle à acariâtre, voilà. Mais en tout cas, lui est très vieux, il a plusieurs millénaires, et il n'a pas conscience lui-même de qui il est. Par contre, on l'a identifié comme étant le très ancien Maven Taranis. Et en fait, il râle parce qu'il dit ce monde n'est pas digne de nous, il n'y a aucun honneur à se battre dans la boue, on ne pourra pas faire de charge de cavalerie, il n'y a aucun honneur. Et en fait, il y a une sorte de boucle sur ces mots-là qui se répètent dans l'esprit de Rusev, où il entend toujours ces mêmes phrases répérées en boucle comme ça: pas d'honneur, pas de gloire, pas de charge, pas un monde pour nous, on ne devrait pas être ici, etc., etc., etc. Donc Rusev, entendant ça, lui dit très chers anciens, j'ai vraiment une tâche importante à faire, donc je vous demanderai de rester un petit peu en retrait. Et en fait, on a son frère, donc Alastair, qui dit mais mon frère, es-tu conscient que tu es en train de voxer ça? C'est-à-dire, es-tu conscient que tu es en train de le dire sur le réseau de communication globale et que tout le monde t'a entendu? Et lui de répondre oui, mais c'est encore une fois le très ancien Maven qui fait qui me refait des remontrances. Et il y a ce dialogue entre les deux frères. Alors, chose à noter, c'est que justement Alastair appelle mon frère le baron Maven. Enfin, le baron Maven Taranis Rusev, alors que il devrait l'appeler, comme sur le champ de bataille, le premier baron. Et en fait, ce manquement à l'ordre, à l'étiquette, on va dire, des chevaliers, il est là aussi justement parce que son frère est affecté par les esprits qui sont dans son chevalier. Et dans son chevalier, on a des esprits qui sont peut-être un petit peu irrévérencieux, un petit peu plus... je sais pas comment dire, mais un peu plus... décalé, et de ce fait, eh bien, ça se transcrit forcément. Alors, il décide d'aller vers la ziggourate et la pyramide pour essayer de trouver l'origine du signal, et il dit, mais on va s'approcher juste ce qu'il faut pour simplement ne pas contredire complètement l'ordre de Belisarius Cawl et d'arriver à côté de lui, mais d'être suffisamment prêt pour avoir une meilleure lecture des auspex et essayer de vérifier un peu d'où vient cette signature thermique qui paraît quand même assez étrange. Et alors qu'il avance, eh bien, en fait, il commence lui-même à être gagné par, bien sûr, le côté aigri de son ancêtre, et puis il se rend compte aussi que c'est un endroit qui est compliqué pour le combat, parce que même si les armigueurs qui sont devant lui patrouillent pour essayer de dégager un chemin, de reconnaître en fait le terrain avant eux, le problème c'est que les armigueurs, ils sont beaucoup plus légers que les questoris, et que les questoris vont avoir tendance à tomber dans des pièges qui n'ont pas, qui ne se sont pas révélés avec les armigueurs. Alors après, bon, on peut toujours se demander quel est le niveau technologique de repérage pour pouvoir ne pas voir simplement qu'il y a des fleurs qui cachent, des sortes de nénuphars. Vous voyez, autant quand on y va juste à l'œil nu d'humain et qu'on dit tiens, on peut marcher. Ah bah non, on peut pas marcher, on faisait déjà vu ce genre de choses. On peut marcher parce qu'il y a assez de l'eau en fait, mais simplement recouvert de végétation. Là, on imagine qu'avec les technologies qu'ils ont, même s'il y a des parasitages, les armigueurs sont quand même capables de voir un petit peu ça. En tout cas, chose importante, je vous le dis peut-être importante ou pas, c'est qu'il sent que quand il est très concentré, parce qu'il se concentre vraiment beaucoup pour ne pas faire de faux pas, de temps en temps, en fait, il sent les griffes de son chevalier qui tapent et qui résonnent à travers la structure, et il se dit forcément, c'est que la structure est creuse et qu'il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Donc ça fait plusieurs pistes comme ça qui nous envoient à penser que ce monde, bien sûr, recèle quelque chose à l'intérieur, quelque chose où il y a de l'énergie qui émane de cette chose-là. Donc sans doute qu'à un moment donné, ça va se passer à l'intérieur, forcément. Donc il s'approche, et en fait, eh bien, quand il est un peu plus près, il voit qu'en fait la signature thermique, bien sûr, a disparu, il n'y a plus de signature warp non plus, et
qu'il n'y a plus grand chose à faire. Mais c'est le moment où Aleister lui dit bah écoute, je crois que tu as gagné, parce que là on a beaucoup de significations de demandes en mode mais qui êtes-vous, que vous venez faire ici? Et en fait, toutes les barges de débarquement, hein, des 3 monts de forge qui sont là, eh bien demandent en fait, envoient des requêtes alors je sais pas comment ça s'appelle, des requêtes de, je sais pas, d'identification, voilà, je pense que c'est le bon mot, des requêtes d'identification pour dire qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous êtes là? Et en fait, eh bien, Rosev dit, bah écoute, tu vas leur répondre, mais alors surtout, tu prends bien soin de leur dire que nous sommes venus en amis et que nous sommes juste venus patrouiller et que nous serions très honorés d'accepter toute l'aide utile pour sécuriser ce monde en vue de l'entrevue qu'il y aura entre les différents mondes forge et le porte-parole de l'Omni-Messie. Et il insiste bien sur le fait que nous serions très heureux d'avoir leur aide. Et son frère dit mais la maison Taranis n'a pas besoin de leur aide, en fait nous sommes bien plus puissants qu'eux, nous avons rien à faire en fait de leur aide. Et là Rosev justement lui dit mais écoute, justement c'est la diplomatie, il faut savoir de temps en temps être un peu humble, même si ce n'est pas le cas, même si on ne le pense pas, en tout cas pour le laisser penser à nos alliés potentiels, pour que justement les choses se passent un petit peu mieux. Et puis reculons, retournons patrouiller au loin, laissons Belisarius Cawl gérer la suite. Et voilà, et ils retournent patrouiller. Voilà, fin du chapitre. Donc comme vous voyez, c'est un chapitre qui est assez court. Ce chapitre-là, il met en avant deux choses. Eh bien, le comportement un petit peu des chevaliers de Taranis, le côté prestigieux, le côté on va aller, quoi qu'il arrive, en accord avec notre façon de penser, même si Belisarius Cawl a demandé autre chose. Quand même en faire un peu cadeau de sauce, mais on suppose que Belisarius Cawl, oui, est suffisamment intelligent pour avoir prévu ça et que ça fait partie de ses plans. Donc on va agir de concert. Et ensuite, on a cet agent, donc cet agent qu'on va sans doute, comme il y a un moment, on nous dit que cet agent, en fait, je crois que c'est Alix, va aller accueillir Belisarius Cawl. Donc on imagine qu'on va la retrouver en mode « Oh mon cher Belisarius, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver. » Donc on va en apprendre plus en fait sur c'est Alixia Dios, qu'on va en apprendre plus en fait sur ce personnage-là. En tout cas, elle œuvre avec le Mécanicum Noir, donc bien sûr, elle va trahir sans doute Belisarius Cawl à un moment donné, on imagine très bien ça. Est-ce que du coup, bon là il faut parce qu'on commence à arriver au bon milieu du bouquin, elle va appeler, enfin tout ça c'est pour confirmer la venue de Belisarius Cawl à cet endroit-là, pour que Fabius Bill puisse arriver et capturer en fait ce qu'il a envie de capturer. Donc voilà, je pense qu'on va arriver gentiment vers la rencontre entre les deux. Le duel, ça pourrait être le jour où ça sort, je vous fais la méga miniature en mode le duel. À ma gauche, Primarque raté, création génétique de Belisarius Cawl, Alpha Primus, premier des Primaris. Et à ma droite, du coup, Porter, nouvelle humaine, créée non pas directement par Fabius Bill, mais par les créations elles-mêmes, parce que en fait, Porter, vous vous rappelez, hein, elle est issue des Nouveaux Hommes, c'est-à-dire que les Nouveaux Hommes, enfin la nouvelle humanité qui a été créée par Fabius Bill, a donné naissance à Porter. Donc ouais, c'est l'enfant des Nouveaux Hommes, et surtout il y a même plusieurs générations. Je crois même qu'il y avait cette notion que c'est pas forcément la première enfant, mais une des enfants et une des plus prometteuses. Donc voilà, là on est plus dans le summum du talent génétique. On se rappelle aussi que Fabius Bill avait dit qu'il était bien supérieur à Belisarius Cawl sur ce point de vue-là, donc je suis curieux, bien sûr, je pense que tout le monde est curieux d'avoir la rencontre entre ces différents personnages, et puis de toute façon on est là pour ça, hein. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai été assez rapide pour les images, j'ai pas eu le temps de vraiment chercher beaucoup d'images, mais bon, comme on est que sur des chevaliers qui sont en train de marcher dans la boue, bon, il n'y a pas non plus 500 images à vous trouver, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis bah voilà, comme d'habitude, pensez à liker, pensez à mettre des petits commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, si vous avez des réseaux, un Discord associatif, ce genre de choses, voilà, si vous avez envie de faire, partager même à des gens qui ne connaissent pas forcément le monde de Warhammer 40 000. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent grâce aux jeux vidéo dans le monde de Warhammer 40 000, bah, ça peut être l'occasion aussi de leur dire, bah tiens, si tu veux, il y a cette chaîne de lore, parce que j'ai aussi des vidéos, alors là je suis bien sûr sur Génopère, mais j'ai aussi fait d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à leur partager le lien. Moi ça me fait de la pub, ça agrandit comme ça les gens potentiels qui peuvent regarder les vidéos, et puis bah c'est que positif pour moi. Voilà, merci à vous tous en tout cas, gros bisous et à bientôt, salut à tous.